by the parliament among the members of the parliament, and then the prime minister appoints the rest of the government. So this is exactly the same system that works also for the central government in Spain. Then regional parliaments are also entitled to appoint roughly 20% of the members of the Senate, the Spanish Senate, which is the either exclusive of the regions or of the central state. Among the list of exclusive state competencies were like typical competencies like foreign policy, defense, justice, labor law, civil, commercial law, things like that. And in the list of competencies that would be exclusive of the regions today, there was like urban planning, health, housing, public works, environment, even education and welfare. So it was a pack of fully fledged competencies, mostly in the same way. So the 19, or at least 17 of the 19 regions in Spain more or less are shaped in terms of institutions or political institutions in the same way. They are shaped like parliamentary democracies, with strong governments, with not so strong parliaments, but those parliaments are elected with... Associé à cette journée de réflexion également, bien entendu, l'Académie royale de Belgique, évidemment les organisateurs, Monsieur le ministre, pour cette belle rencontre d'ailleurs qui réunit beaucoup de juristes et de personnes intéressées par cette problématique de l'autonomie. J'avais rédigé un texte assez long, mais pour vous faire grâce de le lire, j'aimerais plutôt aller vers le sens d'une démarche un peu qui provoquerait peut-être la salle, comme disait Montesquieu, l'essentiel c'est de faire réfléchir et non pas de faire lire, mais j'ai beaucoup appris des présentations de mes prédécesseurs. Mon intervention n'a pas abouti encore une fois, car certaines parties n'ont pas voulu s'inscrire positivement dans cette démarche. D'abord, si on le lit de façon intégrale, c'est un plan qui ne peut être adopté qu'à la suite d'un référendum ou d'une libre consultation consentie par les populations. Moi, je sais que c'est très difficile. Je suis juriste aussi en droit international et je sais que lorsque parfois on se cache, on s'inscrit dans le confort des cadres cognitifs tels qu'ils découlent du droit international, on est à l'aise, on parle d'autodétermination, etc. Mais on ne fournit pas l'effort d'aller au-delà. Ça m'a rappelé ce que disait Pascal. Étrange justice qu'une rivière borne, justice au-delà des Pyrénées, erreur au-delà, ou lui-même, quand il disait. Vers la séparation et l'indépendance. Alors, commençons par un cas qui, évidemment, ne fait plus beaucoup parler de lui, c'est l'Écosse. Les relations, évidemment, de ces dernières décennies entre le Royaume-Uni et l'Écosse n'étaient plus violentes. Et après son élection en 1997, vous vous souvenez que Tony Blair a même accordé une autonomie sans précédent au Parlement et au gouvernement écossais par la décentralisation, avant de refaire un peu plus tard la même chose avec l'Irlande du Nord. Mais les nationalistes écossais considéraient que l'Écosse avait le droit de mieux contrôler ses ressources naturelles et de défendre son identité nationale et la prospérité qui était à leur réalisation et la perspective du Brexit. Alors l'engagement du gouvernement britannique a accordé encore plus d'autonomie à l'Écosse, ce qui profiterait également aux autres nations du Royaume-Uni, bien que considéré comme un peu trop tard, trop tard par les nationalistes, a très probablement convaincu une majorité d'Écossais à rester au sein du Royaume-Uni. Reste à savoir comment l'aspiration majoritaire des Écossais à rejoindre l'Union européenne depuis le Brexit se traverse de l'Est, Donbass et Luhansk, même plus de 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, se sont longtemps considérés comme plus proches de la Russie, dont elle parlait la langue et vers laquelle elle se tournait. Corona et encore Corona, il me reste quelque chose d'handicapant dans mon organe principal. J'étais très heureux de me sentir, il y a une 60aine d'années, j'étais jeune assistant de droit public du professeur Ganzo van der Merch, succédant au professeur Perrin, et j'ai écouté avec, j'ai pris beaucoup de notes encore, des manous, les exposés remarquables de ses excellents collègues sur l'autonomie,
sur les dégradations, sur les exemples multiples à travers le monde, en me posant quand même une petite sous-question qui règle les conflits lorsque conflit il y a, et pire que cela encore, à qui appartient le pouvoir résiduaire? Y a-t-il, comme en Belgique, une possibilité de recours qu'on retrouve en Allemagne, qu'on trouve par d'autres autonomies? Mais je reconnais que j'étais passionné par cette définition géographique, définition dans le temps et définition dans la substance des différentes autonomies que nous pouvons voir s'appliquer. C'était remarquable. Le troisième orateur, que je remercie également, a été beaucoup plus direct et a posé, avec de nuances, les questions qui doivent vous intéresser, je le suppose. Moi-même, je vais vous parler de beaucoup d'autres choses peut-être, mais au même endroit. Et donc je peux me permettre de dire des choses que le ministre ne peut pas vous dire. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit en filigrane? Et j'espère que ceux d'entre vous qui connaissent peut-être le ministre ne lui répercuteront peut-être pas une pensée qu'il n'a pas véritablement dite, mais que le caractère renouvelable des énergies, eh bien le Sahara occidental est effectivement un paradis. Alors si je fais l'intersection entre ce qui est dit par le ministre des Mines et ce qui est dit par l'ancien président de la Chambre, M. De Croo, qui vous dit l'importance de l'eau, l'importance des aliments, etc., en sachant que le Sahara occidental est en train de procéder de manière massive au dessalement de l'eau. Et là encore, ce sont des budgets très importants qui sont mis en place par le gouvernement marocain. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la boucle est bouclée. Le pays est né, le pays est plutôt mûr pour pouvoir accueillir des investisseurs étrangers. L'occasion s'échapper. Le conflit du Sahara aujourd'hui découle du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies libellée, règlement pacifique des différends. Ça renvoie consultation, négociation, règlement judiciaire, etc. Et on ne peut pas imposer une solution pour le moment. Nous sommes donc prisonniers de ce biais, dans ce biais cognitif, si j'ose utiliser une expression un peu révélatrice. Par ailleurs, est-ce que, par exemple, on peut shifter, comme on dit, vers le chapitre 7 ? Ça ne peut pas arriver dans le sens où le Conseil lui-même est certes le résultat ou la résultante de la configuration, parce qu'il n'y a pas que les États, si vous voulez, qui sont un peu sympathiques avec une solution autonomique, mais il y a d'autres qui ont d'autres intérêts. Il faut voir, je ne sais pas, la Russie aujourd'hui, quelle sera son attitude par rapport à la résolution qui va être votée dans quelques instants. Par ailleurs, même dans les résolutions, depuis au moins la 1754 d'avril 2007, et qui a coïncidé avec la proposition marocaine, dit toujours comme un refrain, une solution politique mutuellement négociable qui puisse pourvoir à l'autodétermination des populations du Sahara. Certes, on n'a pas le temps de développer qu'est-ce qu'un peuple, mais je me demande d'abord, est-ce que l'Algérie applique la Convention de Genève sur le statut des réfugiés de 1951 et son protocole subséquent, libre circulation, etc. Et puis par ailleurs, pourquoi il y a toujours le blocage en ce qui concerne le recensement des populations? Parce que, au final, tout à l'heure, comme disait le professeur sur le plan sociologique, on ne connaît pas exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces camps. C'est un blackout, et donc du coup, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Moi, je trouve que l'approche de l'ONU est très timorée, sinon trop timorée, elle est timide. Cela dit, il faudra quelque part chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, des brèches, dont parfois un certain glacis juridique qui s'est construit depuis plusieurs années, sinon plusieurs siècles, mais sinon, ce sont les populations qui y sont établies, qui souffrent, et je ne dirais pas quels sont les mots sont sociaux du terme, qui y sévissent, ils sont pluriels, l'endoctrinement, l'enrôlement des enfants dans des conflits armés, etc. Et je crois que le Maroc a compris le message. Aujourd'hui, nous sommes dans une bataille juridique. Il faut tout simplement affûter les armes, mais par la sagesse, je peux, avec le long terme, dire que nous parviendrons à atteindre nos résultats. Pourquoi? Parce que nous défendons une cause juste. Voilà. Vous n'arriverez pas à une solution. Et ce que je crains bientôt, c'est pas seulement la migration de cette partie de l'Afrique vers le nord, de l'Afrique et puis vers l'Europe, mais c'est la migration de parties du nord de l'Afrique vers le sud et le centre de l'Afrique qui peut être une grande gravité. Car si je pense à l'eau que doivent boire les humains que nous sommes, je pense aussi au bétail.
dont les humains se nourrissent, ils doivent également boire. Et je crains que d'ici quelques décennies, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, garantie par les États présentant la conférence de Berlin en 1885. Des 54 nations, pays, que sais-je encore, de l'Afrique, un seul n'a jamais vu ses frontières contestées, et c'est une puissance dangereusement coloniale que je n'approuve pas, qui l'a créée. Il faut bien se tenir compte de ces réalités-là. Si vous voulez, en même temps, qu'il y ait un équilibre entre le nord du monde, notre nord, si je puis dire, tempérament sera, j'en suis sûr, ou bien nous allons aller d'Argussie en Argussie,